Madeleine Lay est une promesse brisée pour la littérature. Celle dont Emmanuel Régnier dit qu'elle est le chaînon manquant entre Virginia Woolf et Marguerite Duras naît à Anvers en 1901. Elle entre en littérature en 1930 avec la parution du recueil de poèmes Petite Voix chez Stock. Publie régulièrement nouvelles, livres pour enfants, romans. Puis vient la guerre et la dégradation de sa santé mentale. Elle publie encore Le Grand Feu en 1942, longue nouvelle qui avait déjà obtenu, sur manuscrit, le prix Victor Rossel en 1939, seconde édition de la récompense dont le jury a vu siéger Colette, Jules Romain ou encore Franz Hellens. Mais les mots ne lâchent plus l'écrivaine. Ses hospitalisations se multiplient, leur durée s'allonge, et ainsi, les mots, les autres mots, ceux d'encre et de sueur, l'abandonnent. Elle n'écrira plus jamais. Le silence glacé de l'écriture durera pendant 40 années, jusqu'à sa mort en 1981. Elle rejoint alors le cénacle des astéroïdes du Verbe. Nous connaissons leurs noms. Il y a Arthur Rimbaud, le greffeur de voyage, Salinger, le reclus sauvage, Hölderlin, cloîtré idéal, Jean-René Huguenin, André de Richaud. Ils sont innombrables, ces armateurs mutiques qui donnent aux fourbis des lettres son mystérieux mutisme, aiguiseurs du pur blanc, aiguiseurs de la page en suspens, de l'ultime mot, démissionnaires d'une vérité bien trop grande pour la gaine littéraire. Ils furent voraces de liberté et de destruction, chacun à leur manière, malades au point de renoncer à écrire, rebelles et libres jusqu'à se taire, ou accidentés trop bêtement. Ceux qui décidèrent volontairement de briser la plume, comme le plus connu de tous, Arthur Rimbaud, touchèrent le fond de l'abîme, là où tous les mots ont été saignés, là où s'étend à perte de vue une nécropole de phrases à l'agonie. Ils ont vu tous les mystères et ne purent retrouver la lumière. Ceux qui furent contraints au silence, en revanche, ceux-là seulement furent prisonniers de leur destin, ceux-là seulement furent victimes d'une tragédie, car ne pouvant continuer d'écrire, ne pouvant continuer de s'aggraver soi-même, la véritable littérature étant une déréliction, bien plus qu'un secours à soi-même, qu'une ridicule thérapie, ils ont soudain eu face à eux l'immensité de leur inspiration, et l'instant d'après, sa disparition totale. Ils continuent d'errer avec le spectre de la création, sans pouvoir le reconquérir. Le Grand Feu est le dernier ouvrage que publia Madeleine Lay. Une histoire de paradis perdu et d'enfer retrouvé. Une histoire d'enfance et d'âge mûr, d'innocence et de châtiment. Voilà d'abord l'été 1885. Voilà Marietta. Son père est mort, naufragé. La grand-mère est à l'hospice. Ne reste que le grand-père qui emmène la narratrice à la montagne, par le chemin de fer, par la diligence, et enfin à dos de mulet. Elle a 12 ans. Ainsi débute le Grand Feu, celui qui décima tout un village, celui qui ravagea toute l'Europe, celui enfin qui brûla l'inspiration de l'écrivaine et fut son testament. Oublieuse postérité, épisode 14. Le silence de l'écriture. L'incipit est d'emblée explicite. Le père de Marietta, la narratrice qui a 12 ans au moment où commence l'histoire, vient de mourir, naufragé d'un navire nommé l'Espérance. La grand-mère, elle, est impotente. Ce sont l'eau et la vieillesse qui s'emparent donc des deux êtres les plus proches de Marietta. Un paragraphe suffit à les évacuer de la nouvelle. Peu de violence, peu d'expressionnisme, peu de sentiments tristes dans ce que raconte l'adolescente. Mais une introduction mortuaire cependant, sous le signe d'un élément, l'eau, qui lance la moisson des âmes qu'une demi-révolution bientôt continuera sous le signe du feu, après la difficile et longue ascension vers le village de montagne. Ce village qui incarne l'élément tellurique, village où Marietta s'installera avec son grand-père.
C'est d'ailleurs dans ce cheminement qui a valeur de parcours initiatique qu'un troisième élément vient provisoirement élire son empire, l'air. Ou comme le dit Marietta, aussi fier que la reine de Saba, je montais à la rencontre du ciel et des mystérieuses montagnes blanches. Pendant cette longue marche plutôt joyeuse, Madeleine Lem multiplie ainsi les références aux éléments, à leur partage de l'environnement bien sûr, mais aussi à leur partage de l'existence de Marietta. Ainsi en est-il de la Dure, et je cite « Le torrent mugit dans la profondeur, et l'on voit les rochers de la gorge bleuis, noircis, creusés de galeries latérales lisses et brillantes, où l'eau prisonnière se précipite avec furie. Ainsi en est-il de la terre, d'abord rappelée à la narratrice par les ruelles tortueuses envahies de fumier, lorsqu'elle parvient enfin, à bout de sa transhumance, que le pays qui se donne à elle est d'abord une prison ou un tombeau. Mais ce n'est pas tout. Si bientôt la bataille des éléments s'ouvre aux descriptions des paysages naturels, prés, montagnes et ciel, une autre mort frappée du sceau de l'eau, de l'air et de la terre, accueille Marietta. C'est celle d'Antoine, son oncle, tué quelques mois plus tôt par une avalanche et dont on récite dans le village à son endroit « Enfants morts à la montagne, larmes, larmes, ruisseau de larmes ». Cette introduction ambivalente, partagée entre élévation et salut, de l'eau à la terre, puis à l'air, incarnée par la marche de Marietta depuis Marseille jusqu'aux montagnes de Saint-Maur, d'une part, et d'autre part lourde comme une marche funèbre, lourde comme une terre trop pleine, donne un ton singulier à la nouvelle. À vrai dire, l'ambiance, malgré ces 3 décès évoqués, n'est pas du tout grave. Au contraire, le ton est plutôt léger, plutôt enfantin, comme si la mort n'était pas si importante, comme si les panoramas et les vivants triomphaient sans bataille. Après tout, Marietta a 12 ans. Peut-être raconte-t-elle cette histoire comme une enfant de 12 ans. Quand Reine, sa cousine, l'accueille, c'est l'amitié qui déferle instantanément sur Marietta. Et je cite « C'était fait. Je l'aimais déjà plus que tous les autres. Mais je demeurais immobile, comme changé en pierre, sans pouvoir parler ni sourire. » Avec Reine, c'est une existence buissonnière qui commence. Véritable ode à la nature d'abord, et à l'enfance ensuite, et 2 thèmes chers à Madeleine Lay. À l'immédiateté des sentiments, à leur fugacité aussi, à la nécessité de se prendre la main pour ne pas se perdre dans les prés, et en nous. Il faut découvrir les narcisses en fleurs, les champs d'orge et les bulles de pissenlit. Il faut s'entraider, s'aimer, se consoler, car Marietta le comprend bientôt, Reine aussi est orpheline. Cet Antoine qui est mort sous une avalanche, eh bien c'était le père de Reine. Alors soudain, c'est la tristesse qui reflue, comme une marée sans doute, ou comme un feu qui reprend peut-être. C'est la première évocation du 4e élément, avec, je cite, « les joues en feu » de Marietta, tandis qu'elle évoque son père qui doit être au ciel. C'est ainsi que le présage, presque imperceptible, est lancé dans la vallée qui ignore tout du drame qui va bientôt se jouer. Avec le feu vient le ciel. Mais seuls les morts habitent le ciel. Pour l'heure néanmoins, c'est le temps du bonheur, c'est le temps d'une famille immense, car dans cette vallée, tout le monde reconnaît Marietta et tout le monde l'apprécie. Et c'est aussi le temps de l'amour. Voilà que paraît un jour, je cite, « un jeune homme aux cheveux noirs, à la peau bronzée, qui ressemble à l'ange du jugement tel que chacun se le figure. » C'est Benedetto Carrera. Le visage rougi à nouveau, rappelle le feu. Bien sûr, la passion est écarlate. Elle conduira peut-être au drame, comme le rappelle à Marietta une chanson entendue dans la rue des écoles. C'est l'amour qui fera ton malheur. Reine aussi semble aimer Benedetto. Un soir,
Elle laisse Marietta seule avec le bétail pour rentrer avec l'adolescent. La narratrice pourrait s'effondrer, jalousée, mais une nouvelle fois le secours de la nature éteint toutes les braises. L'évocation suivante du feu est plus brutale. Le compte à rebours semble enclenché. Ce sont cette fois-ci les yeux brûlés de lumière que Marietta décrit quand elle évoque dans un paragraphe sa croissance, ou plutôt son vieillissement. Quelques mois dans les montagnes tout au plus, mais déjà une peau trop noire et une ride immense qui divise son front en deux. L'information est imperceptible ou presque, d'autant plus que le paragraphe suivant reprend le ton enjoué très majoritaire de la première moitié de la nouvelle, avec, je cite, « la pureté du ciel, l'éclat des neiges, la fraîcheur de l'air, le son argentin des clochettes, et celui plus grave de clarines, qui sont autant, écrit Marietta, de souvenirs impérissables. » Et il faut s'arrêter un instant sur ce premier indice de la temporalité du récit. Évoquant des souvenirs impérissables, il se pourrait donc que la narratrice ne raconte pas son histoire au moment où elle s'écrit, mais plus tard. Peut-être des années plus tard. Des décennies, qui sait. Cette possibilité ouvre alors le texte à de nouvelles dimensions. Ce n'est plus une enfant qui raconte, mais une femme qui se remémore son enfance. Une femme qui va survivre au grand drame. Une femme peut-être coupable, peut-être victime. Une femme qui, en somme, connaît l'intensité de la tragédie à venir et surtout sa résolution. L'immédiateté de la voix pourrait devenir moins franche dès lors si l'on commençait à lire la seconde moitié de la nouvelle, ou même relire la première moitié, en imaginant une femme marquée par le feu, plus qu'une adolescente inspirée par l'immensité des montagnes. Mais faute d'indices plus précis, il est pour l'heure difficile de choisir une option. Après tout, peut-être n'est-ce qu'une maladresse formelle. Pourtant, une gravité nouvelle semble vouloir s'emparer des paragraphes, comme si la ride qui divisait le front de Marietta voulait aussi briser l'unité du ton et des sentiments. Est-ce l'incursion du souci ? Est-ce une sorte de prémonition de chair ? Au milieu de mon sommeil, je suis réveillé par des coups à la porte et des cris dans la nuit. Le vent froid du dehors me frappe au visage, et comme en rêve, je vois Reine, debout devant mon alcôve, éclairée par une vive lueur. Elle hurle en portant ses mains à sa tête. « Le feu ! Le feu !» C'est la maison de tante Monique. Déjà une grande flamme a traversé le toit et, arrachée à elle-même par le vent violent, se couche sur la maison voisine. Alors il se passe cette chose effroyable qu'il faut avoir vue pour y croire. D'un seul coup, le feu s'élève aussi haut que le clocher de l'église, glisse d'une charpente à l'autre avec la vitesse d'un chien courant, et en moins d'une minute, tous les toits du village sont embrasés. C'est ainsi qu'après avoir été d'abord une simple montée de sang aux joues, à cause du désir, une simple couleur de l'amour, après avoir ensuite été une agression soif sur la peau et dans les yeux à cause du soleil, à cause de la vie même, le feu n'est plus le symbole d'une vitalité à la fois douce et rude, mais bien celle de l'enfer. Une maison brûle. Le village entier va brûler. Un habitant du bourg a oublié d'éteindre sa bougie avant de s'endormir, et les vents violents de la nuit se sont emparés de la flamme. De l'obscurité seule peut naître l'enfer. Et voilà qu'étrangement, feu et air vont se coaliser pour étendre leur empire sur le paradis. Voilà que leur irrésistible travail de destruction va commencer dans ce hameau, dans ces familles, dans ces montagnes si proches du ciel, qui furent pendant la première moitié de la nouvelle décrites sans naïveté, comme un Éden absolu. C'est ici qu'une partie de l'existence de Madeleine Lay s'empare des pages. Elle fut contrainte assez tôt à de longs séjours dans les Alpes,
pour tenter de soigner son mal. Entérite et troubles nerveux ne lui laissent que peu de répit. Pourtant, à l'aide des médicaments et des vastes silences des montagnes, elle peut écrire et espérer une guérison, ou au moins un apaisement des symptômes. Elle voyage en Suisse, en Italie, et elle est témoin d'un incendie alors qu'elle séjourne dans un hôtel. Toute la matière du grand feu est là, matière déjà exploitée d'ailleurs dans son roman « Olivia », paru chez Gallimard en 1936, qui décrit de manière non linéaire la vie d'une femme qui va se réfugier dans les alpages suisses pour tenter de fuir la neurasthénie qui s'est emparée d'elle à la suite de la mort de son mari. Là-bas, l'air des montagnes altère peu à peu ses projets de suicide, tout comme la rencontre d'un nouvel homme nommé Mario. Et on notera au passage la ressemblance onomastique. Mario, Marietta, les deux étant sans doute liés au nom initial de Marie, qui est à la fois la mère de Madeleine Lay, et aussi évidemment la Vierge. La religion étant l'autre versant important du sous-texte du Grand Feu. Mais le désespoir bientôt reviendra avec l'incertitude. Pour Olivia, faut-il accepter les avances de Mario ou les refuser ? Le Grand Feu et Olivia se construisent en somme en miroir, et c'est bientôt un romantisme tardif qui devient le motif principal de l'œuvre de Madeleine Lay, et plus encore le romantisme allemand. L'on a évoqué en introduction Hölderlin pour le reflet du silence, et cette vie d'écriture qui devient soudain celle du néant et de la démence. L'on peut sans nul doute avancer leur ressemblance thématique à plus d'un siècle d'écart. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Madeleine Lay situe ces deux histoires en 1885 pour Le Grand Feu et en 1850 pour Olivia. La tentation du siècle des romantiques est trop grande. L'asservissement à la nature est total d'un côté, l'empire de l'amour est irrésistible de l'autre côté. On imagine aussi bien Olivia et Marietta, à la place d'Hyperion, à Salamine, sur l'île d'Ajax, s'écrier « Aujourd'hui, de mes hauteurs, le pays est plus beau que jamais. Les montagnes s'élèvent l'une derrière l'autre ainsi que des degrés, jusqu'au soleil. Le ciel est absolument pur. La lumière, blanche, n'est qu'une buée sur les terres, et dans la clarté du jour, la lune timide passe, nuage d'argent. » On les imagine tout autant comme Henri d'Orftendingen, le personnage de Novalis, chercher la mythique fleur bleue et composer le poème Astralis, le poème de l'accomplissement, quand le paysage est encore celui d'un paradis, quand nature et homme se superposent, ce qui malheureusement jamais ne dure. Par-dessus nos têtes, la Lombarde élève un rideau de flammes à Dieu sait quelle hauteur dans la nuit. Saint-Maur n'est plus qu'un immense brasier. Et ce rugissement horrible qui couvre tous les cris, c'est le bruit du feu. C'était donc vrai. Pierre, Suzanne-Marie, réveillés dans l'épouvante, mes petits camarades de jeu. Ah, au centre d'un rugissement pareil à celui de 1000 bêtes fauves, je croyais voir se tordre, vêtus de feu vivant, leurs petites formes suppliantes. Un frisson me saisit, et je compris au moment où je croyais ne pouvoir seulement penser. C'était ma chérie qui avait mis le feu. Grand-père m'avait raconté que dans nos villages on lapide ceux qui ont provoqué un sinistre par négligence. Malheur, c'est Rennes. Personnification et culpabilité croisent dans le même feu. On voit ce dernier dans ces quelques phrases devenir plus palpable, comme un corps, capable de produire des bruits et capable de mouvement lorsqu'il s'empare de la silhouette des enfants qui cherchent à fuir en vain le destructeur. L'air, la terre, l'eau, tous ces éléments qui dominaient la première moitié de la nouvelle ne sont plus que de lointains souvenirs et l'on cherche désormais la pluie avec avidité. Et l'on aimerait que le vent cesse, mais le feu est avide, et poussé par cette soudaine coalition calamiteuse des éléments, sournois, malin, protéiforme.
le feu va aussi s'emparer des hommes. Comme Marietta l'a rappelé dans le paragraphe cité précédemment, on lapide ceux qui ont déclenché un incendie dans les montagnes. Le feu est à l'extérieur de l'homme et en l'homme. Ainsi s'étend le véritable enfer que Madeleine L'Ay citera plusieurs fois dans les 30 pages à venir, avec ses chiens, avec Lot, avec les prophètes qui l'ont vu. Ce sont comme des chiens que les hommes amorceront la traque. Car s'il faut sauver ce qui peut encore l'être, il faut aussi retrouver Ren, la criminelle par inadvertance, la fausse innocente, l'image de la pureté corrompue. Marietta tente de les devancer, repasse par les sentiers qu'elle connaît, longe le torrent qui jadis la réconfortait, mais les descriptions des lieux communs sont désormais marquées du sceau de la mort et de la peur. Les éléments deviennent peu à peu des ennemis. Marietta finira par retrouver Ren avant ses bourreaux. Viennent alors, pour la première fois, la thématique présente dans le roman Olivia, qui manquait jusqu'alors au grand feu, celle de la santé mentale vacillante. Ren sait qu'elle est coupable. Ren sait qu'elle va mourir. Commence alors une sarabande qui oppose Marietta à Ren, l'espoir au renoncement, la grâce à l'ignominie. Dans la montagne, loin au-dessus des flammes, une force nouvelle va peut-être s'emparer des deux adolescentes. La nature pourrait-elle être suffisamment puissante pour vaincre les feux de l'enfer ? La décence nous empêche d'en dire plus, mais les œuvres de Madeleine L'Ay ont été rééditées. Aussi, il est facile de mettre la main sur les 10 textes pour connaître le dénouement de cette histoire. Comme nous l'avons évoqué, c'est avant tout la tentation d'un paradis terrestre que Madeleine L'Ay incarne, paradis aux multiples ramifications, dont la nature et plus précisément la montagne est une première semaille, dont l'enfance et son innocence sont une seconde clé. Mais le paradis est bien sûr perdu. C'est l'ambivalence du feu qui sera l'origine de cette perte. Romantisme empreint de catholicisme, naturalisme empreint de passion, écriture empreinte de maladie mentale. La courte œuvre de Madeleine L'Ay se singularise par ce déchirement, une aspiration au ciel que l'attraction de la terre empêche. Une lecture plus métaphorique et historique pourrait aussi rapprocher l'œuvre du feu européen, qui bientôt grandira en Europe, avec la Seconde Guerre mondiale, qui sera le bourreau de Madeleine L'Ay. Et le récit peut aussi être perçu comme le symbole d'un mal grandissant et intestin, qui dévore peu à peu, et irrémédiablement, l'inspiration et la santé de Madeleine L'Ay. Toujours est-il que la foi de la romancière jamais ne s'estompe, même aux heures tragiques. Et ainsi qu'éternité était le dernier mot d'Olivia, Dieu est le dernier mot du grand feu.